Chers téléspectateurs, bienvenue sur Belgocom 21 TV. Pour cette émission de géopolitique, nous allons parler du sommet États-Unis-Afrique. Monsieur Itoga a suivi avec attention le sommet qui s'est déroulé aux États-Unis à Washington. Il nous apportera son analyse pointue. Monsieur Itoga, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir que d'être ici à nouveau en cette période de fête. C'est aussi la fête des ménages qu'il faille exercer en cette période festive. Et donc, je suis très heureux de participer une fois de plus à cette émission qui se veut aujourd'hui le porte-parole ou bien la voix montante des aspirations du continent africain. L'Afrique est une priorité pour la France, l'Afrique est une priorité pour l'Europe, également pour la diplomatie américaine. Après le message envoyé par Washington, reprenant des thèmes sensibles, paix, sécurité, bonne gouvernance, le changement climatique également. Monsieur Toga, 8 ans après celui qu'a organisé Barack Obama, situons le contexte avant de revenir plus tard dans l'émission sur le deuxième sommet États-Unis-Afrique. Monsieur Toga, pourquoi 8 ans après? L'administration a ceci de particulier qu'elle est dans une certaine continuité, même si c'est un fonctionnement continu. Les individus passent, mais l'administration doit suivre, doit continuer. Et donc, les intérêts américains ici doivent être préservés. C'est pourquoi se camper uniquement sur les 8 ans de la venue du premier sommet États-Unis-Afrique est un petit leurre. Mais remontons un peu dans l'histoire et voyons en quoi les États-Unis s'émancipent de la domination occidentale et posant ainsi les premiers jalons, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, de leur velléité expansionniste, c'est-à-dire préserver leurs intérêts tout en ayant cherché ce qui pourrait être bénéfique pour leur nation. Et donc ici, on va parler de la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe, c'est le 5e président des États-Unis d'Amérique qui s'appelle James Monroe. Il a défini une politique dans laquelle il reprend certains paradigmes qui orienteront, n'est-ce pas, la politique étrangère américaine. Quelles sont-elles? Je m'en vais comme ça un peu les citer. Permettez que je prenne un peu mon bord. Il dit l'Amérique, partant de cette doctrine-là, n'est plus ouverte à une colonisation de l'hémisphère ouest, c'est-à-dire l'Europe, l'Occident. Le deuxième élément, il dit toute intervention européenne dans les affaires du continent américain, sera perçue comme une menace pour la sécurité et la paix. En troisième point, toujours dans la doctrine de Monroe, en contrepartie, les USA, dont les États-Unis, n'entreront pas dans les affaires européennes. Ici, on voit ici une démarcation, c'est-à-dire se prémunir des velléités impérialistes occidentales sur le territoire américain. Et donc, c'est partant de là qu'on peut comprendre, ou alors essayer de comprendre la véritable politique étrangère américaine. Quand je l'ai énoncé, vous allez voir que cette doctrine, bien que isolationniste, s'appliquant au niveau des États-Unis, a peut-être évolué, non pas peut-être, mais a évolué dans le temps et avec des petites modifications qui viendraient maintenant avec des nouveaux hommes politiques au pouvoir. C'est pourquoi, dans la période de la guerre froide, cette politique-là a été adaptée en fonction du besoin, des intérêts des États-Unis, parce qu'ils ont redéfini maintenant le contenu de cette politique étrangère-là pour l'adapter au contexte de la guerre froide. Après la guerre froide, vous avez la chute du mur de Berlin qui sanctionne ici la fin de la guerre froide. Cette même politique a été adaptée et maintenant, adaptée maintenant au débat majeur de l'heure, c'est-à-dire la démocratisation des États, l'élimination du communisme. Et donc, on revient toujours avec l'idée que la politique étrangère américaine se fonde certes sur la préservation des intérêts et la méfiance qu'elle porte auprès des États voyous qui viendraient, n'est-ce pas, saper leur intégrité, parlant ici de l'Union européenne. Mais maintenant,
toujours en évoluant dans le temps et en adaptant cette politique-là, vous avez la venue de Barack Obama au pouvoir avec son secrétaire, sa secrétaire, je crois, c'était Hillary Clinton, et son ministre des Affaires étrangères, John Kerry, qui vient maintenant en 2008 nous annoncer la désuétude de cette doctrine-là. Et donc, vous voyez ici qu'ils sont toujours en filigrane. On parle dans les années 1800, mais on voit toujours la prégnance de la doctrine de Monroe dans la politique étrangère américaine. Et quand il nous annonce la désuétude, qu'est-ce qu'il fait en parallèle? C'est de montrer que cette doctrine qui était essentiellement basée sur le hard power, c'est-à-dire l'influence militaire, va maintenant transformer en soft power. C'est-à-dire, ils ne vont plus montrer leurs muscles, c'est-à-dire leur puissance militaire pour faire imposer leurs desiderata auprès des pays qu'ils aimeraient bien gagner des marchés. Mais ils vont utiliser du soft power pour soit diminuer la lecture que les autres nations pourraient faire de leur application de la doctrine de Monroe. Et maintenant, avec Donald Trump, on revoit cette America First qui ressort encore de cette doctrine de Monroe, American First, Make America Great Again. C'est-à-dire, on ne veut plus voir les influences étrangères qui viennent saper l'économie américaine, qui viennent influencer la politique américaine, qui viennent même impulser une certaine prise de décision à l'intérieur de l'establishment américain. C'est pourquoi la doctrine de Monroe, si on l'écarte, n'est-ce pas, de cette analyse-là, et je crois qu'on va un peu essayer on va se perdre forcément. Et maintenant, pour revenir à votre question, pour faire plus simple, 8 ans après, on pourrait aussi se poser la question pourquoi avoir attendu autant de temps pour organiser le tout premier sommet en 2008 ou non 2014. Et c'est une date très importante qu'il faille ici mettre en lumière. 2014, c'est la révolution du Maïdan en Ukraine. Et qui parle de révolution du Maïdan, on voit bien que ce sont les influences russes qu'on essaye un peu d'annihiler. Et non, on revient toujours à cette doctrine de Monroe qui essayait d'annihiler l'évolution du communisme dans le monde. Et donc, vous voyez ici que la doctrine de Monroe encadre et dissipe, n'est-ce pas, la quintessence, la profondeur de la politique américaine, la politique étrangère américaine. Selon le rapport produit par l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, sous la direction de Maya Kandel, la stratégie américaine en Afrique démontre que le continent africain constitue en effet le laboratoire d'un aspect déterminant de son orientation stratégique, engagé par le président Barack Obama, évidemment, a récemment érigé un modèle de lutte contre le terrorisme. L'Afrique est-elle une priorité stratégique pour les États-Unis? D'un point de vue historique et son évolution, on peut dire que l'Afrique ne pose pas un certain intérêt affirmé pour les États-Unis. Ça a toujours été un intérêt un peu caché. Mais aujourd'hui, avec les 2 sommets auxquels on a assisté, on voit bien que c'est un repositionnement stratégique que l'Amérique essaye de mettre en place pour essayer de définir un intérêt pour le continent africain. Ce qui a poussé d'ailleurs en 2014 l'establishment au niveau de la Chine de considérer que les États-Unis essayaient de repenser le monde sur les bases africaines, c'est-à-dire s'accaparer le continent africain, et ils s'offusquaient déjà de penser à ce moment-là que les Américains essayaient de régenter le monde et de mettre le monde essentiellement sous leur coupole. Et il y a eu des envolées lyriques à ce moment-là pour essayer de démontrer que non, ce n'est pas le cas. Mais c'est toujours d'un point de vue communicationnel. Mais est-ce que maintenant les intérêts américains grandissent véritablement pour le continent africain? Oui, et essentiellement pour 2 ou 3 raisons. La première étant que le continent est aujourd'hui considéré comme la mamelle nourricière du monde. Les entreprises américaines font fortune
sur le continent en rapport avec ces ressources naturelles qui constituent, n'est-ce pas, les matières premières de développement de leurs batteries, ordinateurs, téléphones et j'en passe. Et donc, c'est un élément essentiel qu'il faille ici mettre en avant pour préserver cette fluctuation de libre-échange développée par les Américains toujours. Et la deuxième raison, c'est simplement contrecarrer les velléités offensives des pays hostiles à la politique américaine, à savoir que le capitalisme doit gouverner partout où besoin sera, la démocratie, c'est nos valeurs que nous pouvons promouvoir, et donc tout ce qui est anti-américain est forcément antidémocratique. Et donc, vous voyez ici l'influence néfaste que poserait peut-être à leurs yeux l'État russe. Et donc, c'est en cela que le regard des États-Unis a quelque peu changé parce qu'ils ont considéré aujourd'hui que l'Afrique est importante dans leur stratégie géopolitique. Les États-Unis a quelque peu changé parce qu'ils ont considéré aujourd'hui que l'Afrique est importante dans leur stratégie géopolitique. Et maintenant, vous avez vu avec Barack Obama l'émergence des Africains, l'émergence des partenariats avec l'AGOA, ce qui me ramène, une fois de plus, à parler de la doctrine de Monroe. C'est-à-dire, on part, n'est-ce pas, de cette idée selon laquelle l'Amérique doit rester de façon isolationniste, se concentrer juste sur ses intérêts en interne. Et maintenant, vous avez le développement de l'AGOA qui essaye ici de préserver les intérêts américains d'abord, avant de penser aux intérêts étrangers dans les échanges avec l'Afrique subsaharienne. Et donc, ma foi, si on voit tout ce développement-là, c'est que... Cette stratégie politique-là, le mot d'ordre de la diplomatie américaine concernant l'Afrique était la solution africaine aux problèmes africains. Mais ce n'est qu'un leurre. Vous avez aussi Barack Obama qui a parlé du light proof, un truc comme ça, qui essayait de mettre en lumière le fait que la présence américaine sera dissimulée, on ne sera pas vu, mais on va juste apporter notre soutien en termes de logistique. On parle ici du soft power. On n'est pas dans le hard power, c'est-à-dire l'usage des drones, l'assistance de formation, tout ce qui peut être considéré comme étant du soft power sera mis en jeu par les Américains pour essayer de mieux modeler les pensées. Et donc, vous avez African Young Leaders qui est né, qui structure même déjà la pensée du jeune leader africain, à penser essentiellement que les intérêts à préserver ne sont pas forcément les intérêts africains parce que la politique américaine doit nécessairement venir en aide à l'Afrique. Et donc, l'African Young Leaders permet aux jeunes Africains qui partent faire connaissance de la science américaine de penser que l'Afrique a besoin juste d'aide. L'Afrique n'a pas besoin de penser à une émergence qui peut aller au-delà de ce que les États-Unis ont bien défini comme étant notre place. Le light proof de Barack Obama aussi permet de dire que les Américains ont eu une bonne lecture de la présence française en Afrique pour considérer aujourd'hui que leur présence militaire ne ferait que fâcher les peuples et donc on les considérait comme étant aussi des envahisseurs, des colonisateurs et donc ils utilisent le soft power pour imprégner leur idéologie aussi sur le continent. Quelles sont les priorités américaines sur le territoire, le continent africain? C'est piller les ressources. Il n'y a rien d'autre à dire. On peut considérer sur la communication qui est faite autour des deux sommets qui ont déjà été organisés. On va parler de sécurité, de démocratisation et naturellement de santé. Vous avez les grands programmes qu'ils ont lancés avec l'abandance du financement qui était consacré juste à la politique des États-Unis de lutte contre le VIH-Sida en direction des pays africains et ce qui a amené la construction des grands centres hospitaliers sur le continent africain. Le Cameroun en a bénéficié, je pense, d'un grand centre hospitalier. Et donc, vous avez cette politique-là qui est menée, mais cela me permet de mettre en lumière aussi le discours du président camerounais lorsqu'il est allé à ce sommet-là, de dire, par exemple, que vous venez nous
nous bassiner les oreilles avec une politique de soft power qui permet à vous, maintenant, en position de force, de nous imposer une certaine relation que nous, pour nos populations, ne sera pas bénéfique. Et donc, il a posé ce questionnement-là, cette problématique. Et cela met en lumière aussi nos inquiétudes, nous, en tant que citoyens, en tant qu'analystes, de considérer aussi la difficulté dans laquelle les présidents se trouvent, la difficulté dans laquelle nos dirigeants, nos gouvernants se trouvent lorsqu'ils partent signer des contrats. C'est toujours en position de faiblesse. Et ce qui montre, une fois de plus, cette faiblesse-là à cette organisation du sommet. 54 pays sont invités par 54 ou 50 pays que constituent les États-Unis, mais sont représentés par un seul individu qui doit parler maintenant à 54 pays au nom de l'Afrique. Vous voyez l'aberration dans laquelle on se trouve. Et pourtant, les citoyens africains ne parlent que Afrique, Afrique, Afrique. Mais à ce sommet, on va parler Cameroun, coopération bilatérale, coopération multilatérale. On ne va pas parler forcément d'États-Unis-Afrique. Pendant la guerre froide, l'Amérique deviendra un temps le terrain d'affrontement indirect entre deux blocs. Après la décolonisation et perd son intérêt stratégique pour les Américains, en particulier avec l'expérience traumatisante de Mogadiscio en octobre 1993 et 1995. Un document stratégique officiel du Pentagone déclare les intérêts stratégiques américains en Afrique inexistants. Comment le Congrès et les ONG ont-ils ramené l'Amérique sur le continent et finalement aux accords économiques de l'AGOA sous Clinton? Mais très simplement, ils ont utilisé ce que tout État sérieux doit faire, la stratégie militaire. Et vous allez voir que les stratèges qui pensent la politique étrangère américaine concernant l'Afrique, ce sont des militaires. Le récent sommet, ça a été organisé par une agence militaire, le précédent de 2014, une agence militaire. Et donc la politique étrangère africaine basée sur le continent africain n'est que la pensée idéologique des militaires. Et donc, vous convenez avec moi que la date que vous signifiez, ça a été un peu une période sombre pour les États-Unis parce que quelques-uns de leurs citoyens avaient perdu la vie au niveau du Kenya et je crois aussi dans un autre pays que j'ai oublié le nom. Et c'est en cela qu'ils ont essayé d'adapter en Somalie, justement, ils ont essayé d'adapter la doctrine de Monroe, c'est-à-dire avec Ronald Reagan, ils ont adopté une politique qui essayait de dire que la neutralité des États, ils essayent de prôner la neutralité des États. Leur politique, c'est qu'ils ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures de chaque État. Mais après ça, vous avez vu aussi le Kosovo, avec l'OTAN et tout ce qui va avec. Tout ça, ça constitue la politique étrangère américaine basée sur la doctrine de Monroe. Et maintenant, vous me posez la question de savoir est-ce qu'à ce moment-là, ben oui, la guerre froide, logiquement, a touché les 5 continents. Et l'idéologie en débat à cette période-là, c'était l'idéologie communiste en opposition avec l'idéologie capitaliste. Vous avez l'émergence de Patrice Lumumba qui était un communiste converti. Vous avez d'autres présidents qui étaient en obédience avec cette idéologie-là, qui ont mené des batailles aux côtés, j'ai envie de dire, de la Russie. Et donc, il fallait contredire cette idéologie-là. Et ils sont entrés logiquement par l'Égypte et les pays du Maghreb pour imposer, n'est-ce pas, leur hégémonie déjà militaire et maintenant faire asseoir leur idéologie capitaliste sur le continent. Ma foi, à cette période-là, les Africains étaient sous colonisation. Si ce n'est sous le mandat de la SDN, ça devait être sous le mandat des Nations Unies. Et encore avec la mère patrie, la France, dans les 14 pays qui utilisent le franc CFA aujourd'hui. Donc vous voyez ici que de mon analyse, et maintenant, là, de mon analyse, de mes observations, je me rends compte que la politique, bien que définie par les stratèges militaires, a été un condominium
l'insertion des États-Unis sur le continent africain a été en condominium avec la France. Ils se sont alliés, ils ont allié leur idéologie, affiné leur stratégie. Bon, mais sauf que... Avant le sommet États-Unis-Afrique, Macron a fait un voyage aux États-Unis. Ben justement, sauf que maintenant, ce condominium-là n'est pas basé sur la sincérité des acteurs, mais c'est sur l'hypocrisie des acteurs. C'est pourquoi vous allez voir quelques fissures de positionnement sur les questions d'intérêt interne des États-Unis et bon, déjà la géopolitique c'est une question d'intérêt et donc on ne va pas parler de sincérité ici. La sincérité c'est dans le monde des rêveurs. Mais ma foi, vous voyez qu'ici sur un intérêt Afrique, ils arrivent à s'associer pour permettre l'insertion du grand patron, du suzerain sur le continent africain. Et donc ce condominium-là a servi nécessairement aux intérêts américains pour intégrer les marchés au niveau du continent. En août 2014, à Washington, le sommet à vocation économique dénommé Power Africa. Quel est le bilan aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme bilan? Aujourd'hui, ce qu'on a comme bilan, c'est que c'est la Chine qui finance la plupart des marchés énergétiques sur le continent africain. Et vous avez aussi l'idée selon laquelle ces sommets sont émis ou alors organisés en réponse à d'autres sommets qui existent dans le monde. Vous avez l'Afrique qui est courtisée par toute la planète entière, en dehors d'elle-même. vous voyez que c'est en cela que les Américains ont eu longueur d'avance. Quand nous, on a déjà dit ça dans nos précédentes émissions, quand nous on va à ces sommets pour essayer de penser que nos citoyens ne doivent plus mourir de faim, et ils pensent que si on vous donne à manger, on va prendre les ressources qui vous permettent de cultiver les nourritures qui vont servir à nourrir vos populations. Et ne même plus cultiver, parce qu'on va vous envoyer la malbouffe qui vient des multinationales américaines. Et donc, vous avez ici un changement de comportement alimentaire et tout ce qui va avec. Tout ça, ce sont les intérêts américains qu'il faille préserver. Et s'il n'y en a pas, il faut créer. En marketing, on dit que le marketeur, c'est un créateur de besoins. Et donc, les Américains, sur ce secteur-là, sont des créateurs de besoins pour le continent africain. Vous avez la question du terrorisme. C'est une création qui est imposée au continent africain et dont il faille maintenant, en bon donneur de leçons, qu'ils sont venus donner solutions, c'est-à-dire assistance militaire. Afrique-Méné. Monsieur Toga, les États-Unis ont mis des partenariats de plus en plus étroitement et essentiellement sécuritaires avec la plupart des pays d'Afrique. Est-ce que le risque n'est pas de se retrouver entraîné du soutien sécuritaire au soutien politique et loin des objectifs affichés en termes de défense, des libertés politiques, religieuses et de promotion des institutions démocratiques? Avant toute chose, il faut se rendre à l'évidence que c'est le politique qui oriente maintenant les succursales politiques, je veux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire c'est le politique qui définit la stratégie militaire, c'est le politique qui valide la stratégie militaire qu'a pensé, donc c'est le politique qui est au cœur de tout ça. Et donc, dire que c'est l'inverse, ça serait un peu compliqué. Les projections que font les think tanks américains, c'est justement pour essayer d'influencer aussi bien l'exécutif de certains pays, le législatif de certains pays et le judiciaire de certains pays. Mais ils influencent ça comment? À travers ce qu'on a appelé précédemment le soft power. Vous avez l'émergence des ONG qui sont pour les droits de l'homme, qui commettent des rapports en direction du Congrès américain, et des ONG maintenant qui deviennent des juges qui influencent la justice de vos pays parce que un voleur des richesses de votre pays, un pilleur patenté devient un prisonnier politique du jour au lendemain, et où on vous envoie maintenant des missives qui vous intiment, n'est-ce pas, de libérer un futur prisonnier politique. Et donc tout ce mélange-là permet aux Américains de s'ingérer dans les politiques internes, mais en sourdine. Ils ne sont pas frontalement dans cet exercice-là, mais à travers leur création, les ONG, le Congrès américain qui essaye de régenter les différents Sénats dans le monde,
Et donc, vous avez tout ça. Et vous avez les George Soros, tous ces grands noms-là qui essayent de maintenir les intérêts américains à bon escient. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève la première partie de cette émission de géopolitique sur le sommet États-Unis-Afrique. À très vite.